Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un peu un bilan de la saison 2024 au potager. Pourquoi je fais ça maintenant? On est fin janvier, c'est très calme au jardin, on va pas se mentir. En tout cas, pour moi, c'est très calme car pour l'instant, le potager, ça ressemble plutôt à ça que à ça. Donc on est bien au chaud à l'intérieur en attendant que les beaux jours reviennent. Et donc c'est le moment idéal pour faire un bilan de la saison précédente. Et on va voir ça aujourd'hui en images. Je vous ai donc préparé une petite présentation PowerPoint dans laquelle on va aborder ensemble tous les points essentiels de la saison précédente. Et on passe tout de suite au sommaire de cette vidéo que vous pourrez également retrouver dans le chapitrage de la vidéo YouTube. Donc on va commencer par faire un rappel chronologique de la saison, en particulier en ce qui concerne la météo, qui a été assez exceptionnelle. Et on verra pourquoi dans cette partie-là. Et puis donc on fera un bilan chiffré de l'ensemble des récoltes que j'ai effectuées en 2024, ce qui vous permettra de voir ce qu'on peut espérer récolter durant toute une saison au potager, et également la distribution au niveau des variétés de légumes et au niveau des différents mois de l'année. Ça va être très intéressant. Et puis comme dans tout bon bilan, on va dresser une liste des échecs, mais également des réussites de cette saison 2024 et essayer d'en tirer des enseignements pour la prochaine saison. Car l'idée du potager, c'est évidemment bien de tester, de faire des erreurs et de s'améliorer saison après saison. Et je peux vous dire que même après 8 ans de potager comme pour moi, peut-être que vous en avez moins, peut-être que vous en avez plus, on continue chaque année d'apprendre de nouvelles choses et c'est pour ça que d'ailleurs que c'est très amusant de faire le potager. Alors dans la 5e partie de ma présentation, je vous présenterai mes projets pour 2025, car il y en a beaucoup. Mais évidemment, je vais parler de ma grande expérience au potager que je vous ai déjà présentée dans une vidéo il y a quelques mois de cela. Mais ce n'est pas la seule expérience que je ferai la saison prochaine. J'ai envie aussi de mener un test sur des pommes de terre, en testant plusieurs méthodes de culture sur la pomme de terre. J'ai aussi comme projet d'installer une nouvelle serre, beaucoup plus grande et beaucoup plus pérenne que mes 2 petites serres existantes, ce qui permettra donc de prolonger l'activité au potager sur une encore plus longue période de l'année en 2025. Et puis pour finir, je vous emmènerai dans le logiciel Potager Coach pour vous montrer mois par mois ce que je compte planter et où la saison prochaine au potager. Voilà, c'est parti! Alors on passe sans plus attendre à la première partie de la présentation qui est un rappel chronologique de la saison 2024 au niveau de la météo. Alors j'ai indiqué ici une année exceptionnelle. Par exceptionnelle, j'entends pas magnifique, j'entends qu'elle a été vraiment exceptionnelle, donc hors du commun au niveau de la météo. Pourquoi? Essentiellement car en matière de précipitation et d'ensoleillement, on a battu des records, du moins ici en Belgique, mais je pense que ça a été le cas pour une bonne partie de l'Europe. Et donc en matière de précipitation, l'année 2024, c'est l'année la plus pluvieuse de ces 30 dernières années ici. Et chaque saison a été plus humide que la normale. Et pas que d'un peu, comme on peut le voir ici. Au total, sur l'année, on est à plus de 1200 mm de précipitation pour une normale, je pense, de 800 mm environ. Donc il a plu à environ 50% plus que la normale, ce qui est énorme. Et en plus, ça s'est couplé avec un ensoleillement très faible, comme on peut le voir ici à droite. Et mis à part l'été, qui a été plus ou moins dans la normale, toutes les autres saisons ont été plus sombres qu'à l'habitude, que ce soit l'hiver, le printemps, ça a été particulièrement marqué, et également l'automne qu'on vient de vivre fin 2024. Donc au niveau des températures, l'année 2024 a été plus douce que la normale, c'est presque maintenant le cas chaque année par rapport aux moyennes saisonnières, donc ça c'est dû au réchauffement climatique évidemment. Et donc en 2024, ça a de nouveau été le cas, avec toutes les saisons qui sont supérieures à la moyenne au niveau des températures, ça a été particulièrement le cas avec un hiver très doux, alors que les autres saisons, en particulier l'été, ont été plutôt dans la moyenne. Au niveau du potager, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence cette année très pluvieuse et peu ensoleillée? Ça a été une pullulation absolument exceptionnelle de limaces. Personnellement, donc en 8 ans de potager, je n'avais jamais connu une telle infestation de limaces. Ça a été très compliqué, en particulier au printemps. Et en fait, toutes les saisons, on a eu des problèmes de limaces, y compris durant l'été, qui est censé être une saison plus calme. Et ça a recommencé d'autant plus fort en automne. Donc j'ai perdu, pas finalement tant de choses au printemps, mais j'ai dû beaucoup me battre contre les limaces avec des chasses aux limaces presque quotidiennes vers le mois d'avril-mai. Et à la fin de l'été, au début de l'automne, quand j'ai voulu ressemer des salades, des navets, de la roquette, tout ça, j'ai eu quelques pertes, notamment cette année, j'ai pas du tout pu faire de navets car ils se sont tous fait
tous mes semis se sont fait manger par les limaces. Donc voilà, à part les limaces, eh ben, on a eu du retard aussi au niveau de la maturation des légumes d'été. Et donc avec des premières tomates qui sont arrivées assez tard, vers la fin du mois de juillet, début août, alors qu'on peut s'attendre quand même à des tomates vers la mi-juillet, ici en Belgique, d'autant plus sous serre comme c'est mon cas. Et ça, c'est vraiment dû au printemps très sombre qu'on a eu, car il y a eu un retard de croissance au niveau des plants de tomates. Donc on passe maintenant au bilan chiffré des récoltes de la saison. Donc comme vous le savez, comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, j'encode la totalité de mes récoltes dans le logiciel Potager Coach, et ce qui me permet de sortir des résultats comme ceci, dans lequel je vous montre mois par mois la totalité des récoltes en euros, donc on ne parle pas ici en kilos, je convertis donc chaque kilo récolté en euros, et ça je vous l'ai expliqué dans cette vidéo-là, comment je faisais. Alors déjà, bon, au niveau du bilan total, parlons-en directement, je suis à environ 2400 € de récolte sur la saison, ce qui est pas mal du tout. Je vous montrerai dans la diapo suivante ce que ça fait en termes d'euros par mètre carré par exemple. Je vous avais fait une vidéo de bilan à la mi-saison fin août dans laquelle je vous disais que j'étais à 1200 € de récolte à ce moment-là et que j'estimais que j'étais plus ou moins à la moitié de la valeur récoltée. Et c'est vrai qu'au potager, les deux grosses saisons au niveau de la récolte, c'est l'été, mais également l'automne où on va venir encore récolter beaucoup de choses comme on peut le voir ici. Alors je propose qu'on aborde maintenant en détail le déroulement de la saison. On voit que je n'ai même pas représenté ici les premiers mois de l'année pour deux raisons, parce qu'en fait je n'avais pas encore commencé à coder mes récoltes avant le mois d'avril. Et de toute façon, avant le mois d'avril, il n'y a pratiquement aucune récolte que j'avais effectuée, mis à part des poireaux et peut-être des choux de Bruxelles. Et donc on voit que les récoltes importantes commencent au potager au mois d'avril, et c'est toujours la première chose de la saison, c'est toujours les verdures. Donc ce que j'entends par verdure, c'est salade, roquette, mais également toutes les herbes comme le cerfeuil, la clétone de Cuba, etc., etc. Je mets tout ça dans une seule catégorie parce que sinon il y aurait trop de catégories différentes. Et puis de toute façon, moi je mélange tout ça toujours en mesclin. Et donc on constate que le printemps, et surtout à partir du mois de mai et au mois de juin, c'est vraiment des gros mois en termes de récolte de salade. C'est là où ça pousse le mieux puisque la luminosité est maximale. Il y a encore beaucoup d'humidité dans les sols, il ne fait pas encore trop chaud. Tout ça, c'est des conditions très favorables à tout ce qui est verdure au jardin. Alors au mois de juin, on voit qu'il y a les aliacées qui arrivent. Donc ça, c'est la récolte de l'ail. J'ai mis tous les aliacées, mis à part les poireaux, dans une seule catégorie. Donc c'est ail, oignon, échalote. Au mois de juin, donc, je récolte toujours l'ail, fin juin d'habitude. Et au mois de juillet et d'août, c'est la récolte des échalotes et des oignons. Alors au mois de juin, on commence aussi à récolter d'autres choses. Ici, en vert pâle, ce sont les fabacées, donc tout ce qui est petits pois, haricots et fèves. Donc là, au mois de juin, j'imagine que j'ai commencé à récolter les fèves et les petits pois. Et ces récoltes ont continué au mois de juillet et au mois d'août. On en reparlera dans la partie sur les échecs de la saison, mais les haricots, je n'ai pas été vraiment très assidu sur les récoltes cette année. Et donc, il y en a presque pas qui apparaissent ici, car au moment où ils étaient tous mûrs, j'étais soit pas là, soit occupé à d'autres choses. Au mois de juin, on voit que c'est aussi les premières récoltes de courgettes, ici en vert foncé. Et on a également commencé les récoltes de pommes de terre primeur. Alors les mois de juillet et d'août, c'est deux gros mois en termes de récolte de courgettes. Et les concombres ont commencé à arriver en juillet avec un maximum de récoltes en août. Les grosses récoltes de pommes de terre sont également intervenues en juillet et en août. Et on voit que les tomates, mais j'en ai récolté très peu en juillet, puisque je vous ai dit qu'elles avaient pris du retard et qu'elles sont arrivées à maturité à peine toute fin juillet. Et les gros mois au niveau de la récolte des tomates, c'est août, mais c'est surtout le mois de septembre. Donc on s'imagine souvent les tomates, légumes d'été, août, tout ça. Mais par expérience, c'est toujours en septembre qu'on récolte le plus de tomates au jardin. Et donc c'est confirmé encore cette année 2024. Par contre, on voit que contrairement aux tomates, les récoltes de courgettes et de concombres se sont effondrées au mois de septembre. Ça, c'est lié à plusieurs raisons. Bon, d'une part, notamment du fait que les courgettes, d'habitude en septembre, on en a un peu marre, il faut bien l'avouer, tellement on en a mangé pendant l'été. Donc les récoltes ont été moins importantes, premièrement du fait que les plants commencent à se fatiguer, deuxièmement, surtout d'ailleurs, parce que je cesse plus ou moins de récolter des courgettes, j'en laisse grandir pour faire les graines, ce qui ralentit d'autant plus la croissance des autres courgettes.
Et en plus, le temps devient un peu moins favorable, les plants commencent légèrement à s'épuiser. Il est clair qu'avec une gestion un peu plus assidue des plants de courgettes, on aurait pu faire de meilleures récoltes au mois de septembre. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est faire un deuxième batch de semis de courgettes. On pourrait ressemer des plants de courgettes mi-juin par exemple, ce qui ferait qu'ils seraient encore en full production en septembre. Et ça, c'est la même chose pour les concombres. La production de concombres qui chute en septembre, c'est aussi parce que c'est un légume qui aime beaucoup la chaleur. Donc dès que les températures commencent à diminuer, la production chute et les plants commencent à tomber malades. Donc là également, comme pour les courgettes, on pourrait procéder en deux phases que je n'ai pas fait cette année. Et donc on arrive au mois d'octobre, qui est, comme on peut le voir finalement, en termes de valeur, le mois où on a le plus récolté. Et ça, c'est lié au fait que c'est le moment où je récolte habituellement l'entièreté de mes courges. Cette année, ça a très bien donné, donc pour une valeur énorme. En fait, j'ai récolté plus de 100 kg de courges, dont je vais pouvoir étaler la consommation tout au long de l'hiver. En termes de valeur, c'est donc une des grosses récoltes de l'année. En octobre, j'ai récolté encore pas mal de tomates, encore quelques pommes de terre. Et donc, on voit que la production de verdure reprend, elle également, du poil de la bête durant l'automne. Et d'ailleurs, en novembre, c'est redevenu le poste principal des récoltes, la verdure, avec encore quelques récoltes de tomates. Et on arrive pour finir au mois de décembre, là où j'ai mis que j'avais récolté tous mes poireaux. Alors, en réalité, j'ai pas tout récolté. Il y en a encore qui sont là-bas au jardin. Mais pour vous donner un aperçu de la valeur que ça représente, je les ai tous mis au mois de décembre, car j'aurais très bien pu de toute façon les récolter et les congeler, ce serait revenu au même. Mais c'est pour vous donner un aperçu de ce que représente la valeur d'une parcelle de poireaux. Alors, tout comme les poireaux, on voit ici en mauve la récolte de betteraves. J'ai sorti toutes mes betteraves du jardin et je les ai mis en sac bien à l'abri du gel afin de les consommer au fur et à mesure de l'hiver. Voilà, comme vous pouvez le voir, la nuit est tombée pendant la vidéo, magie du montage. Mais donc, on continue. Alors, petite précision avant de passer à la suite, je parle beaucoup de valeurs, d'euros et tout ça, mais je tiens à préciser que si je fais ce calcul en termes d'argent, c'est pas parce que je fais le potager pour l'aspect financier, loin de là, c'est vraiment pour le plaisir et la santé en particulier. D'ailleurs, comme je vais vous le montrer, en termes de revenus horaires, on n'est quand même pas à des résultats dingues. Par contre, je trouve que la valeur des légumes, c'est un bon moyen de comparer les cultures entre elles et de se donner une idée quand même des résultats de tout le travail qu'on investit au potager. Donc voilà, ceci étant dit, on passe à la suite de la présentation. Alors finalement, la quantité de récolte rapportée à la surface du potager, ça donne quoi? Eh bien, la surface totale de mon potager, donc de mes planches de culture et de mes espaces de circulation, c'est environ 290 mètres carrés. Et donc si on rapporte la valeur totale récoltée à cette surface, on est à un revenu par mètre carré de environ 8 euros. Et si on regarde par contre au niveau des planches de culture elles-mêmes, donc en décomptant les allées, on est plutôt à 12,50 € du mètre carré. Ça, c'est intéressant parce que ça peut donner une idée de ce qu'on investit dans une planche et ce qu'on peut en retirer. Par exemple, je ne sais pas, on va mettre un sac de terreau sur une surface de 5 mètres carrés. Ben, un sac de terreau, on va dire, c'est 10 euros. Sur 5 mètres carrés, ça fait 2 euros le mètre carré. Donc le terreau, il va coûter 2 euros le mètre carré. On va estimer qu'on peut en récolter 12 euros au cours de la saison. Donc voilà, c'est pour faire ce genre de calcul que c'est intéressant éventuellement de savoir ça. Et donc autre chose qui peut être intéressant de regarder, c'est le revenu par heure. Alors de ce point de vue-là, je chronomètre pas le temps que je fais au potager. Je mesure déjà assez de choses comme ça avec les récoltes. Et donc je ne mesure pas encore le temps que j'y passe, mais j'ai quand même une bonne idée globalement de ce que ça me prend comme temps. Je dirais qu'en grosse saison, donc environ du mois d'avril au mois de septembre, on doit être à 10 heures par semaine, quelque chose comme ça. Ça peut être même plus à certains moments, mais donc là on est sur une moyenne. Et en saison creuse, on doit tourner autour de 4-5 heures par semaine. Et alors en saison très creuse, on n'y va presque plus. Donc sur toute l'année, j'estime que c'est plus ou moins 1 heure par jour. Et si on part de ce principe-là, eh ben, je suis à 6,04 € de l'heure par rapport à la valeur des légumes récoltés. Donc voilà, je disais que je ne fais pas ça pour l'argent. C'est clair que si on veut gagner de l'argent, on ne fait pas du potager. On fait un job bien planqué derrière un PC et on est beaucoup mieux payé que ça. Voilà, mais c'est beaucoup moins amusant aussi. Donc on ne peut pas tout avoir.
Alors ça, évidemment, c'est une moyenne sur toutes les cultures, sur tous les légumes. Si on se concentre sur certaines cultures très rentables, comme on va le voir dans les prochaines diapos, ça peut être beaucoup plus rentable que ça de faire le potager. Donc il y a moyen d'optimiser ça. Là, c'est parce que moi, je fais beaucoup de légumes différents et que je fais ça de manière assez extensive et que je teste pas mal de choses, etc., etc. Je pense que si on se concentre sur une petite surface et qu'on investit juste le temps qu'il faut pour faire les bons gestes, on peut faire ça de manière beaucoup plus efficace. D'ailleurs, évidemment, les maraîchers, ils font ça à beaucoup plus grande échelle, ils sont plus efficaces et ils gagnent pas assez, malheureusement, mais ils gagnent certainement plus que 6 € de l'heure. Et maintenant, donc, un aperçu de ce qui a le mieux fonctionné en 2024 en termes de récolte au kilo. D'abord, en quantité globale, la plus grosse culture que j'ai eue, c'est donc les courges, avec près de 180 kg de récolte. Alors, c'est beaucoup trop, j'en conviens. Là, j'ai vraiment consacré un peu trop de surface aux courges cette année et je ne vais pas tout consommer. Voilà, je pars toujours du principe qu'il vaut mieux un peu trop que trop peu et on ne peut jamais savoir ce qui se passe en cours de saison, les limaces, tout ça. Donc, je mets beaucoup de plants au début et si ça passe, au final, ça fait beaucoup de récolte. Voilà. Mais donc, au niveau des courges, très très bonne récolte cette année. Au niveau des pommes de terre, deuxième meilleure récolte. Là aussi, je consacre des assez grandes surfaces aux pommes de terre car c'est quand même une des cultures les plus importantes en termes d'autonomie alimentaire. Les pommes de terre, elles se conservent très bien tout l'hiver jusqu'au printemps de l'année suivante. D'ailleurs, je réutilise les mêmes pommes de terre d'une année à l'autre pour les replanter et refaire mes plants de l'année suivante. Donc voilà, 102 kg de pommes de terre, je tourne toujours plus ou moins autour de cette moyenne. J'essaie d'ailleurs de faire un peu plus d'habitude pour être vraiment sûr d'avoir assez. Au niveau des tomates, donc, c'est la troisième plus grosse récolte, 84 kg. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais j'avais mis donc un peu moins de 30 plants. Donc, on est à environ 3 kg par plant. De toute façon, les tomates, on en mange, nous, vraiment beaucoup en saison, en été. Et tout ce qu'on ne consomme pas, on en fait des coulis et des sauces pour l'hiver. Donc, il n'y a pas de souci, les tomates, elles sont consommées quoi qu'il arrive. Au niveau des courgettes, donc la quatrième meilleure récolte en kilos de l'année. Là, par contre, contrairement aux tomates, il y a un moment, les courgettes, on en a trop, on en donne, on en jette. Voilà, donc j'ai pas consommé les 62 kg de courgettes, ça c'est sûr. Mais je vous fais quand même le décompte pour vous montrer à quoi on peut s'attendre comme production. J'ai peut-être mis un peu trop de plants aussi, tout comme les courges. Voilà, ça part du même principe qu'il vaut mieux un peu trop que trop peu. Alors après les courgettes, donc viennent les oignons avec 31 kg. Ça c'est une belle récolte cette année, ça a très bien donné les oignons. Ça aussi je considère que c'est une des bases au potager parce que ça se conserve bien et parce que ça va avec tout et que ce soit donc en saison ou hors saison. Et puis viennent les concombres, ça a aussi bien donné. Et enfin les salades. Je suis un très grand mangeur de salades, donc pour moi c'est un des indispensables du potager. Et ça peut paraître beaucoup, 27 kg de salade, mais en fait ça fait plus ou moins 80 grammes par jour sur l'année, si je ne me trompe. Donc 80 grammes, on est là, les petits paquets qu'on trouve dans les gros magasins, là, les tout petits paquets. Hein. Donc il y a tout à fait moyen de manger ça sur une année, sans souci, si on aime bien ça. Voilà, donc ça c'était en termes de quantité globale. Alors si on rapporte ça par mètre carré, par rapport aux surfaces que j'avais cultivées, c'est les concombres qui se montrent les plus productifs au mètre carré. Pourquoi? Parce que les concombres, on les monte en hauteur, sur un treillis, et donc finalement au sol, ça prend très peu de place. C'est pour ça qu'en termes d'optimisation de l'espace, il vaut mieux les faire grimper, et du coup c'est très productif au mètre carré. Les courgettes aussi extrêmement productifs au mètre carré. Là, on ne les fait pas grimper, mais je veux dire, ça ne prend pas tellement de place au sol finalement des courgettes, et donc ça produit beaucoup, avec juste quelques plants. Je crois que j'avais 7 plants de courgettes. Donc en fait, par plant, on est pratiquement à 10 kg de courgettes par plant. Alors, il y a les betteraves ensuite, très bonne productivité au mètre carré. C'est vrai que tous les légumes racines, ça produit bien au mètre carré. Et les betteraves ont bien fonctionné cette année, contrairement aux carottes, j'y reviendrai. Les tomates ont donc, qui grimpent aussi en hauteur, finalement elles ne prennent pas tellement de place, on a aussi une bonne productivité par mètre carré. Et alors se retrouvent dans ce classement les oignons, finalement ils sont aussi assez serrés au sol. Et les pommes de terre, 4 kg par mètre carré, c'est pas mal. Alors la qualité n'était pas super cette année, il y avait quand même pas mal de pommes de terre attaquées par les limaces avec des petits trous dedans, donc elles sont comptées dans ces 4 kg. Voilà, donc on a une bonne productivité mais avec une qualité pas exceptionnelle cette année. Alors des bons rendements au niveau des pommes de terre, c'est 5-6 kg par mètre carré, ça c'est vraiment pas mal du tout. Mais 2-3 kg par mètre carré, c'est très courant aussi. Donc finalement avec 4 kg par mètre carré, je m'en sors pas trop mal cette année.
Donc les courges, 3,7 kg par mètre carré. Donc on voit que les courges, elles arrivent en premier au niveau de la quantité totale, mais c'est parce que j'ai fait des très grandes surfaces. Finalement, en termes de rendement par mètre carré, c'est moins intéressant que d'autres légumes. Alors un peu le même classement, mais en termes d'euros, en termes de valeur. Donc là, j'ai attribué donc une valeur par kilo à chaque légume en fonction du prix du marché bio. Voilà, tout simplement. J'aimerais faire pour ça à plusieurs sources sur Internet et dans les grands magasins. Et donc, on arrive à ces résultats. La culture qui a le plus de valeur en 2024, c'est les tomates avec 450 € de récolte. Viennent ensuite les courges et les laitues en troisième position. Les laitues en termes de kilos, c'est pas grand chose, mais évidemment le poids au kilo des salades, c'est assez élevé. Moi, je compte le poids au kilo des mesclins en sachet parce que c'est plus ou moins ce que je fais. Hein. Je mélange plusieurs herbes et je les mets ensemble. Donc voilà, je donne une valeur assez importante à ça. Et donc, on arrive à une valeur de 380 € de salade. Les pommes de terre arrivent en quatrième position avec près de 200 € de récolte. Et puis les courgettes et les concombres. Alors les courgettes et les concombres, ça ne coûte pas si cher que ça en grand magasin. Donc finalement, il y a des grosses productivités. Ce n'est pas comme les tomates où on est pour du bio et des bonnes tomates bien juteuses, cœur de bœuf, tout ça. Je pense que je mets un prix au kilo de 5-6 € le kilo. Les courgettes et les concombres, même bio, ça se vend pas trop cher. Donc malgré les grandes quantités, on arrive à ces résultats-là. Et puis en dernière position, les poireaux. Alors de nouveau, c'est intéressant de rapporter ces valeurs au mètre carré. Là, le classement, donc, il est un peu modifié et c'est une fois de plus les concombres qui arrivent en première position. C'est sur tellement petite surface qu'au mètre carré, c'est la culture qui a la plus de valeur. Ensuite, donc, les tomates et les courgettes qui, comme je l'avais dit aussi, sont assez productives au mètre carré. Et puis donc les salades, les betteraves, une autre verdure, la roquette. La roquette, je pense que ça pourrait carrément être plus élevé que ça. Si j'étais plus assidu sur les récoltes, avec la roquette, on peut faire beaucoup de coupes sur un même plan. Donc je pense qu'avec une meilleure gestion, ça peut être encore meilleur comme rendement. Et puis en dernière position, les oignons. Donc, tous les légumes que vous voyez ici à droite en termes de revenus par mètre carré, ce serait vraiment les légumes à privilégier au potager si vous avez un tout petit jardin et que vous voulez maximiser cette surface en termes de valeur, on va dire. Par exemple, on ne trouve pas dans ce classement les pommes de terre et les courges, car malgré des productions assez importantes, au mètre carré, ce n'est pas les cultures qui produisent le plus, et puis finalement au kilo, ce n'est pas les choses qu'on achète le plus cher au magasin bio. Alors évidemment, il ne faut pas toujours tout voir en termes d'argent, il y a aussi ce qu'on aime. Donc avant tout, faites pousser ce que vous aimez manger et là où il y a gustativement une grosse plus-value par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. D'ailleurs, à ce niveau-là, je pense que les tomates, c'est bien la chose la plus importante à faire pousser au potager puisqu'il n'y a absolument pas photo entre les tomates du grand magasin, même bio, et les tomates du potager. Je pense qu'on pourrait rajouter à cette liste la salade. Bon, ça c'est personnel, mais je trouve vraiment que les salades du jardin sont bien meilleures que ce qu'on trouve en magasin. Et j'y rajouterai certainement les carottes. Alors, elles ne sont pas dans mon classement cette année parce que moi j'ai complètement raté les cultures de carottes, mais ça peut aussi être très productif. Voilà, donc l'histoire des carottes, ça me permet de faire la transition sur le prochain slide qui sont les échecs et les réussites de la saison 2024. Donc globalement, en 2024, malgré la météo un peu pourrie, les problèmes de limaces, etc., c'était une bonne année au potager. Bon, ben ça c'est aussi un peu, je veux dire, peut-être l'expérience, le fait que j'ai acquis quand même pas mal de bon matériel et que je cultive depuis plusieurs années les parcelles déjà ici, que malgré la saison un peu compliquée au niveau de la météo, ça a malgré tout bien donné. Bon, il y a aussi le fait qu'il vaut mieux un peu trop de pluie que pas assez. Donc malgré tout, une année humide, c'est très embêtant au niveau des limaces et ça doit être géré. Mais par contre, ça fait que tout pousse bien. Je préfère une année trop humide qu'une année trop sèche où il faut se battre pour arroser et lutter contre la canicule. Et donc ça a été une des réussites cette année en matière notamment donc, de tomates, tout ce qui est verdure, salade, etc. Les cucurbitacées ont très bien donné, que ce soit les courgettes, les courges, les concombres. Les aliacées ont tous bien donné aussi, ail, oignons, poireaux, etc. Alors qu'est-ce qui a moins bien fonctionné cette année ? Eh ben, j'ai identifié 3 facteurs, on va dire, de mes échecs cette année. Donc le premier facteur d'échec, c'est la météo.
et tous les problèmes de limaces qui sont venus avec. Et ça a eu un impact important sur plusieurs récoltes. Celle des carottes, voilà, j'ai pas réussi un seul semis de carottes cette année. Ils se sont à chaque fois tous fait dévorer par les limaces. Les carottes, c'est assez compliqué à faire lever. Donc le temps que ça lève, etc., pour peu que les limaces passent par là au moment de la levée, il faut recommencer 3 semaines plus tard. Et j'ai fait quoi, 4-5 semis de carottes cette année. Il n'y en a aucun qui a vraiment été concluant. Pareil pour les navets. Les navets, je les fais toujours en deuxième partie de saison. En début, je les sème plus ou moins mi-août. Là, c'était encore très humide la mi-août. Et ça n'a pas donné non plus. J'ai fait 2 semis de navets en pleine terre qui se sont fait manger par les limaces. Et j'ai aussi fait un semis en plaque que j'ai repiqué. Même tarif, complètement dévoré par les limaces. Alors, la météo, ça a fait qu'on a aussi des mauvaises récoltes en matière d'aubergines et de poivrons. C'est des légumes qui aiment bien la chaleur. Et même sous serre, cette année, ça n'a pas bien donné du tout. Avec le printemps humide et peu lumineux qu'on a eu, c'est tout ce que les fraises n'aiment pas. En fait, les fraises, elles aiment bien un sol bien drainé et du soleil. Donc, s'il fait beau au mois de mai et au mois de juin, ça c'est vraiment de bonnes années à fraises. C'était tout le contraire cette année. Donc, voilà, les fraises, elles n'ont pas bien mûri. Et toutes celles qui ont mûri, elles se sont fait dévorer par les limaces. Alors, facteur humain, j'ai indiqué comme deuxième facteur d'échec l'année passée. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être de la mauvaise gestion, un manque de temps à certains moments cruciaux ou des mauvais choix. Donc, par exemple, les pois et les haricots, j'ai noté ça comme facteur humain parce que ça a bien produit, mais je n'étais pas disponible pour récolter au moment où il fallait le faire. Donc les pois, ça prend pas mal, donc les petits pois, ça prend pas mal de temps, il faut aller les récolter gousse par gousse, puis il faut les écosser, etc., etc. Si on n'est pas dispo à ce moment-là, quand il y a plein d'autres choses à faire, ça tombe toujours vers le mois de juin, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire que ça. Si on tarde trop, ils sèchent sur le pied, et après c'est beaucoup moins bon. Donc les haricots, pareil, ça demande pas mal de temps en matière de récolte, et en plus, j'étais pas là au mois d'août, au moment où la plupart des haricots sont arrivés à maturité. Alors les fenouilles, ça c'était plutôt une erreur au niveau du calendrier. J'ai fait l'erreur cette année d'essayer de les faire au printemps et en été. J'avais jamais tenté ça, d'habitude je vais plutôt en automne et ça marchait bien. Donc je ne les ai pas mis au bon moment. Ils sont montés à fleur et j'ai presque pas eu de récolte de fenouil cette année. Au niveau des choux raves, le problème cette année, ça a été que j'ai un peu trop tardé à les récolter et ils sont devenus un peu filandreux. Donc la culture n'était plus bonne à consommer et je n'ai pas profité du tout. Alors comme dernier facteur d'échec, j'ai mis autre ravageur. J'entends par là les rats-aux-pieds. Moi j'ai un terrain où il y a pas mal donc, de rats-aux-pieds, ces gros rongeurs qui viennent faire des galeries sous le sol et qui mangent les légumes par le dessous. Ils apprécient particulièrement les céleris. Et donc tous mes céleris ont disparu les uns après les autres, que ce soit les céleris raves ou les céleris branches, alors qu'ils n'ont pas attaqué les betteraves. Donc ils préfèrent vraiment le céleri à la betterave, en tout cas ceux de chez moi. Et voilà, donc là je vais devoir prendre des mesures l'année prochaine si je veux faire du céleri. Et on passe d'ailleurs aux enseignements et aux bonnes résolutions pour l'an prochain. Donc j'ai mis comme premier point limiter le nombre de légumes. C'est clair que trop se disperser, faire trop de choses à la fois, on perd un peu en efficience et on perd du temps sur certaines choses un peu plus secondaires. Donc j'ai décidé, même s'il faut toujours fort se contenir, puisqu'on a envie de tester, on a envie de tout faire, mais j'ai quand même décidé de faire un peu moins de variétés différentes. Donc je laisse tomber pour l'année prochaine les fenouils, a priori. Je peux toujours changer d'avis en cours de saison. Et alors tout ce qui est chou, bon j'en fais déjà pas beaucoup en matière générale. Je me rends compte qu'en fait, je les mange pas. Donc je vais même pas en faire l'année prochaine. D'ailleurs, c'était les derniers choux que je faisais, les choux raves avec les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, par contre, je continue à les faire parce que c'est vraiment ceux que je préfère. Mais voilà, donc a priori, je laisse plus ou moins tomber les choux. Et alors, il y a aussi des légumes que je vais faire en moins grande quantité, en particulier les courges. Donc là, je vais diviser, je pense, plus ou moins par 2 la surface que je consacre aux courges l'an prochain. Je vais aussi faire moins de betteraves parce que je n'ai pas du tout consommé toutes les betteraves que j'ai fait pousser. Et je vais sans doute mettre 1 ou 2 plants de courgettes en moins également. Alors le troisième point que j'ai indiqué, c'est l'utilisation des bâches. J'entends par là que je vais continuer, voire encore plus les utiliser
qu'en 2024, car c'est vraiment une aide très très précieuse au jardin quand on veut être efficace. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ça peut servir à beaucoup de choses, par exemple désherber, mettre en pause certaines parcelles, donc pailler et surtout donc faire des trous dedans et mettre les plants pour que le légume pousse vraiment là où il doit pousser, qu'autour ce soit bien propre et ça empêche vraiment donc l'humidité du sol de s'échapper et donc on doit moins arroser. Donc, pour toutes ces raisons, je vais peut-être en plus de ma culture de courge utiliser les bâches pour d'autres légumes. Je l'envisage éventuellement pour les tomates. Je voudrais faire un test de pommes de terre sous bâche et je vais réfléchir à peut-être encore à mener d'autres cultures de cette façon-là. J'ai pas envie de me lancer dans un débat sur l'utilisation des bâches, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Moi, j'ai mon avis sur la question. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien vers une vidéo intéressante de la ferme de Cagnols à ce sujet. Voilà, je pense que du pétrole, on en consomme pour beaucoup d'autres choses bien moins importantes que faire pousser des légumes. Reste la question des microplastiques et là, par contre, peut-être qu'il y a des choses à dire, donc les microplastiques dans le sol, mais pour ce qui est du bilan carbone, je pense, de l'utilisation des bâches au potager, c'est relativement intéressant. Alors, autre point d'attention très important pour la saison prochaine, c'est la gestion des limaces. Ça a été le gros souci en 2024. Et comme vous l'avez peut-être vu dans certaines de mes vidéos, j'ai fait de l'acquisition de 2 canards coureurs indiens qui sont censés m'aider au potager dans la gestion de la quantité de limaces. Donc là, pour l'instant, pendant tout l'hiver, j'ai fait courir vraiment dans le potager. Et en saison, je vais de nouveau les cantonner hors du potager, mais autour, en espérant qu'ils aient suffisamment limité la population de limaces durant l'hiver, manger les petites limaces, les œufs, etc. qu'ils ont vus, et voir si ça a un effet l'an prochain. Par rapport à tous les rongeurs qui viennent manger les légumes par la racine, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. J'ai quelques pièges et j'en attrape un de temps en temps. J'ai mon chat qui en ramène aussi quelques-uns. Mais voilà, c'est assez difficile de lutter là-dessus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que tous les légumes qui sont sensibles à ça, je vais les mettre dans une partie très spécifique de mon potager où les râteaux-pieds ne vont pas. C'est en fait l'ancien potager de la maison qui est dans une partie avec une bordure en béton et où les rats n'ont pas accès. Donc là, je vais y mettre tout ce qui est carottes, céleri et globalement tous les légumes racines. Et donc enfin, dernier point pour les enseignements de l'année prochaine, c'est essayer d'encore mieux optimiser le timing et le calendrier des plantations, notamment en décalant certains semis par rapport à des périodes où je risque de ne pas être assez disponible pour les récoltes. Donc, par exemple, en ce qui concerne les haricots, je vais vraiment les faire très tard en saison, plutôt dans l'idée de les récolter à partir de la mi-août, une période où je suis plus disponible et où je suis sûr d'être là, et pas qu'ils arrivent au milieu de l'été. Je vais peut-être aussi faire moins de plants de courgettes et de concombres en même temps, mais par contre faire 2 vagues de semis, une en milieu de printemps pour les planter en mai et une que je sèmerai plutôt début juin pour les planter début juillet et qui produisent plutôt en début d'automne. Et voilà, donc on passe au 5e point de cette vidéo, mes projets pour 2025. Alors il y a le grand test des 6 méthodes de culture que je vais donc mener. Ça c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience. Pour l'instant, on n'y voit pas encore grand chose, hein, donc je vous ai déjà fait quelques aperçus de là où ça en était. J'ai semé des couverts végétaux sur les 6 parcelles et j'ai juste mis de l'ail pour l'instant. Donc les enseignements par rapport à ce grand test des méthodes au potager, ce sera pour 2025 et je vous ferai des vidéos en cours de saison de toutes les observations qu'on peut en tirer. Donc je ne pense pas vous énoncer de grandes vérités. Ah, on voit que ça marche mieux que ça et ça c'est beaucoup mieux que ça. Donc on va vraiment faire des observations et chacun en tirera les enseignements qu'il veut. Voilà. Au niveau des tests d'ailleurs, j'ai envie d'en mener un deuxième en parallèle. Ce serait de tester 3 méthodes de culture pour les pommes de terre. La méthode classique, on va dire, où on enterre la pomme de terre dans un sillon et puis on vient la buter en cours de saison. La méthode sous mulch, où on pose plus ou moins la pomme de terre sur le sol ou légèrement enterrée et en fin de saison, on vient y apporter de la matière organique de différentes sortes, comme une sorte de couche lasagne. Et ces 2 méthodes-là, je les ai déjà beaucoup pratiquées. D'habitude, je les mène toujours plus ou moins en parallèle parce que j'aime bien varier les méthodes ou qu'il y a une qui fonctionne moins que l'autre. Et là, j'ai envie de tester une 3e méthode qui est une méthode sous bâche
Donc on mettrait les plants de pommes de terre dans des trous. Préalablement, on aura mis de la matière organique. Et la bâche, ça évite que les mauvaises herbes poussent et ça évite aussi que les pommes de terre donc, soient exposées à la lumière. Et a priori, les pommes de terre vont aller se former juste sous la bâche. Et ça devrait, je parle au conditionnel, ça devrait faciliter la récolte. Donc je vais mener 3 parcelles, une avec chaque méthode, la même superficie, et on verra les rendements et le temps que j'y passe tout au cours de la saison. Alors encore un autre projet l'année prochaine, c'est que a priori je suis en train de chercher une serre. Donc quand je dis chercher, je veux dire je regarde un peu les différents modèles, tout ça, et je m'oriente vers une serre assez grande. Donc pour l'instant j'avais 2 petites serres entre guillemets de 18 mètres carrés chacune. C'est des serres plutôt entrée de gamme, d'ailleurs complètement entrée de gamme, on va pas se mentir. Il y en a une, je pense que je l'avais payée même pas 200 € sur un site de jardinage en ligne. Et en fait, j'en étais assez satisfait de cette serre. D'ailleurs, je comptais à un moment vous faire une vidéo sur cette serre en disant pour 200 €, vous pouvez avoir une serre qui est pas mal du tout. Parce que je suis assez content de cette serre. Mais le problème, et au moment où je voulais faire la vidéo, je me suis rendu compte qu'ils ne la vendaient plus sur ce site en question. Donc, comme je n'ai pas testé les serres sur les autres sites, je ne vais pas vous en parler. Et donc, j'avais une bonne expérience avec une serre bas de gamme. Malheureusement, sur ce site-là, ils ne la font plus. De toute façon, moi, je voulais acheter une serre plus grande. Je m'oriente vers une serre d'au moins 60 mètres carrés. Ça peut paraître beaucoup, mais comme c'est un achat qu'on fait a priori pas 50 fois dans sa vie, je pense qu'il vaut mieux avoir un peu trop grand que pas assez. Et finalement, au niveau des serres, une fois qu'on arrive à une certaine taille, rajouter la superficie, ça n'ajoute pas tellement de coûts. Donc c'est pas du tout une courbe linéaire, le prix de la serre. Les petites serres, ça coûte assez cher, mais finalement, quand on monte en superficie, ça coûte de moins en moins cher au mètre carré. Et donc là, je pense tout simplement acheter une assez grande serre pour être sûr de ne pas le regretter dans 4-5 ans si je manque de place. Donc si l'achat de cette serre se concrétise, je vous en parlerai également au cours de la saison suivante, bien entendu. Et alors, voilà, au niveau des projets, je compte, comme chaque année, tester des nouvelles variétés. Là, j'ai comme objectif de faire des courgettes Gold Rush, donc les fameuses courgettes jaunes l'an prochain. Voilà, et évidemment, je vais aussi, comme chaque année, tester de nouvelles variétés de tomates. Il y a un site que j'aime bien qui s'appelle Tomate Fifou, je crois, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien dans la description, où il y a des centaines de variétés de tomates. D'habitude, moi, je vais là, je regarde un peu au hasard ce qui a l'air sympa et j'achète 4-5 nouvelles variétés chaque année via ce site-là. D'ailleurs, si vous avez des variétés à me conseiller, je vous invite chaleureusement à les indiquer en commentaire et je me ferai un plaisir de les tester l'an prochain. Donc n'hésitez pas de me faire part de vos bons plans en matière de tomates. Je propose qu'on passe maintenant à la dernière partie de cette présentation et on passe directement au logiciel Potager Coach pour vous montrer en détail ce que je compte planter et où l'an prochain. Alors évidemment, ce n'est qu'un plan, ça peut évoluer en cours de saison, mais a priori, c'est comme ça que je compte mener la saison suivante. Donc là, on peut constater l'état actuel du potager. On voit qu'on est le 24 janvier ici, et c'est à ça que ça ressemble en ce moment. Donc j'ai encore des poireaux. Ici, j'ai des choux de Bruxelles, de la mâche, des épinards, de la roquette. Dans la serre, j'ai de la laitue et de la roquette. Et c'est à peu près tout. Alors là, on peut voir les 6 parcelles du Grand Est au potager. J'ai un peu dessiné les différentes sortes de mulch, etc. Et on voit que pour l'instant, je n'ai planté que l'ail. Ok, donc on va tout de suite regarder ce que ça va donner dans les mois qui vont suivre. La première chose que je vais faire, donc, c'est planter des fèves, des oignons et des épinards. Ok, je repasse sur l'autre potager. Là, pour l'instant, il sera vide. Ok, là, on voit que j'ai dessiné la serre que je compte éventuellement installer. Bon, projet, à voir. On est déjà au mois d'avril. Sur le Grand Est, j'ai planté en plus des carottes et des pommes de terre. Et ici, j'ai déjà mis des petits pois et une première zone de carottes. Donc dans la fameuse parcelle
qui est protégé des rats taupiers. Voilà. Et un mois plus tard, j'aurai commencé donc le test des 3 variétés de pommes de terre. Les pommes de terre, je vais les mettre assez tard au potager. Donc d'habitude, on dit qu'on peut les mettre à partir du mois d'avril, tout ça. Mais finalement, c'est quand même pour les récolter pendant l'été. Et il n'y a pas une urgence pour moi énorme à faire des pommes de terre en été. Je ne suis pas si pressé que ça de mettre les pommes de terre au jardin. Là, je pense que j'ai prévu de les mettre comme ça. Voilà. Plutôt fin avril que mi-avril. Et donc on revient à la fin mai, où a priori, dans la serre, j'aurais mis des tomates, des concombres. Je vais peut-être mettre des pastèques et des melons. Je sais, j'avais dit que je ferais moins de variétés différentes l'année prochaine, et ça, c'est des nouvelles variétés. Mais si j'ai une grande serre, je vais quand même tenter de faire pousser des bons fruits bien sucrés d'été dedans. Alors, fin mai, j'aurai plus ou moins rempli l'entièreté des parcelles du test des méthodes de culture. Donc après les pommes de terre, je viendrai encore mettre quelques betteraves, des haricots et des poireaux. Voilà. Puis peut-être qu'une fur et à mesure que je vais récolter les choses là, je mettrai encore d'autres choses. Donc ça, c'est à quoi devrait ressembler le test des parcelles vers la fin mai. Ici, on voit que je vais mettre les courges. Donc j'avais dit que je ferais une culture une moins grande superficie. Là, on va regarder c'est quoi la superficie, information. Ah, on est quand même à 47 mètres carrés. Je pense que c'est autant, voire plus que l'an passé. Donc, je vais peut-être réfléchir à un peu diminuer cette surface-là. Bon. Et alors ici, c'est toute une zone que je vais a priori pas mettre en culture l'an prochain. Et je vais y semer des engrais verts, des couverts végétaux pour toute la saison, dans l'idée de remettre ça en culture pour la saison 2026. Les courgettes, je vais aussi les mettre dans cette partie-là. Pour moi, ça ne sert à rien de les mettre sous serre. Ça n'aime pas tant que ça la chaleur et ça aime bien l'humidité, ça aime bien la pluie, les courgettes. C'est pour ça que d'ailleurs ça a si bien donné cette année. Donc, il n'y a pas trop de soucis de les faire en plein air. Je compte encore aussi ici mettre des échalotes, des endives. Et ben, c'est à peu près tout. Dans la serre, il y aura encore des aubergines et des poivrons qui viendront. Et quand je vois ça, je trouve que j'ai pas beaucoup d'oignons. Donc peut-être que je vais devoir quand même mettre des oignons à un autre endroit. Donc voilà, ça c'est pour l'instant ce que j'ai dessiné, mais ce sera encore à adapter, à améliorer et à préciser en cours de saison. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout parce que je pense que j'ai été très long et j'ai dit beaucoup de choses, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire aussi sur cette saison 2024. Donc, c'est avec plaisir que je suivrai avec vous cette saison 2025 au potager et donc via mes vidéos YouTube. D'ailleurs, à propos de YouTube, je vais essayer d'être assez régulier au niveau des vidéos, mais il ne faut pas se leurrer, ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos. C'est assez chronophage, donc voilà, moi je fais ça plus comme un hobby parce que j'ai envie de partager des choses, mais je ne vais pas non plus me mettre martel en tête pour tout vous montrer. Donc je jongle aussi avec beaucoup d'autres impératifs, le potager, le travail, la vie de famille, et YouTube ça vient se mettre en plus de tout ça. Donc j'essaierai de faire de mon mieux pour vous partager ça. Mais YouTube, il faut que ça reste un plaisir et pas une contrainte, donc il faut rester raisonné par rapport à tout ça. Donc je vous souhaite un bon début de saison 2025 au potager. Me concernant, elle commencera mi-février avec les premiers semis en intérieur et je pense que je vous ferai quelques vidéos là-dessus. Alors je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à la prochaine. Salut!